Vas-y, on va faire le RN. En ce moment, donc on parlait de l'affaire Liana, etc. Un truc assez intéressant, je vous parlais récemment de la division qu'il y a en ce moment à l'intérieur du Rassemblement national, notamment entre le clan Bardella et le clan Marine Le Pen. Il y a cette petite chronique de la matinale de TF1, c'est assez rare que je dise du bien de la matinale de TF1, mais qui est assez intéressante sur la façon dont même au cœur de l'affaire Liana, du coup, le RN trouve également à se déchirer et que les divisions que je vous avais expliquées la dernière fois entre le clan Bardella et le clan Le Pen se posent de plus en plus sur tous les sujets majeurs d'actualité et révèlent énormément de choses sur la profondeur du truc et sur est-ce que ça va tenir leur campagne. Enfin bref, à un moment donné, le RN explose sur la campagne. Perso, j'y crois pas. Très sincèrement, j'y crois pas. Le RN se sent et se sait aux portes du pouvoir. Je pense que l'opportunité de gagner va l'emporter sur les divisions stratégiques internes. Je pense que ce à quoi ça peut ressembler, c'est en cas de prise de pouvoir, une purge interne en fonction de qui a gratté la prise du pouvoir et qui a joué ses jeux pendant la campagne. Je pense que c'est plutôt ça ce qui se joue au RN, ou alors au moment de la défaite. Quelle purge va se jouer au moment de la défaite, puisque quand Mélenchon sera élu président, je pense que le RN va énormément se regarder et s'accuser mutuellement d'avoir eu la stratégie perdante entre les Bardella et les Le Pen. Donc bref, mais regardons ça en vrai. Assez intéressant la façon du coup dont tout ce que je vous ai décrit du coup des déchirures du RN continue, notamment avec la question de l'affaire Liana. Vous allez nous parler de l'aspect politique de cette affaire. La position du Rassemblement national n'est pas facile à suivre face à ce drame qui a choqué tout le pays. En même temps, le coupable, il n'était pas arabe, quoi. Il n'était pas noir, il n'était pas sous QTF. C'est compliqué compliqué de capitaliser là-dessus quand tu peux pas détourner le sujet pour faire un truc anti-immigration, quoi. Bon, voilà, faut pas, voilà, le RN, faut pas non plus trop attendre d'eux, quoi, voilà. Et en plus, voilà, il s'appelle Jérôme Bardella, ça ressemble un petit peu à Jordan Bardella, c'est un peu... Ils ont peur de faire un lapsus, quoi. Hier, 15 jours après la mort de la fillette, Jordan Bardella, jusque-là discret dans ce dossier, au nom de son parti, a réclamé la démission du garde des Sceaux, Gérald Darmanin. On l'écoute. Le chef de l'administration, c'est-à-dire le ministre de la Justice, aurait, à mon sens, dû, par honneur, présenter sa démission au président de la République. Alors, on note d'abord que le RN arrive un peu après la bataille par rapport à LFI ou aux Verts qui réclament depuis le début le départ du garde des Sceaux. Oui, et puis qui travaille depuis beaucoup longtemps sur la question des violences pédocriminelles, que ce soit sur la commission Betaram, que ce soit même bien avant sur les revendications des moyens contre les violences sexuelles, etc. Voilà, quoi. Certes, ce n'est pas un concours de vitesse, mais je vous disais il y a une semaine qu'il s'agissait d'un scandale politique. Rien n'a changé depuis. Pourquoi ce changement de pied du RN? Changement parce que Marine Le Pen, mardi, à l'Assemblée, disait le contraire. À la question, Gérald Darmanin doit-il démissionner? Elle répondait: non, mais je veux dire, on ne peut pas faire des appels à la démission en permanence. Et il va être remplacé par qui? Voilà, donc il y a une forme de contradiction. Marine Le Pen... Donc ça, assez intéressant que tu aies d'un côté un Bardella très offensif, très démission, Darmanin, qui monte au créneau, en mode oui, alors évidemment, après tout le monde, bien évidemment, mais qui, une fois qu'il considère que c'est assez safe de parler, opte pour la prise de parole la plus offensive contre le gouvernement. Là où Marine Le Pen, elle est un peu plus en mode non, mais bon, la normalisation, tout ça, il faut quand même jouer le jeu de l'institution, en fait. Manifestait là, au passage, une forme de retenue. Vous savez que son parti a longtemps réagi aux faits divers au quart de tour, prompt à sonner la charge. Rappelez-vous le niveau sonore du RN, par exemple, dans l'affaire de Crépol. Oui, voilà, c'est que... en fait, il mettait à l'agenda les faits divers qui les arrangent, enfin, comme toujours, quoi, globalement, voilà. Bon, bien sûr, il n'y a pas dans ce dossier de quoi incriminer la politique de l'immigration, il n'y a pas de meurtrier sous OQTF, mais tout de même, on a connu le RN plus agressif. En plus, même le RN aurait tout un boulevard. La proposition d'Arnaud Galet de fichage pour les signalements, etc. Le RN, ils savent très très bien qu'avec la police dans leur poche, seront fichés que les gens qui les arrangent, tu vois. Genre, tu sais, il y a un truc où, en vrai, le RN pourrait rentrer là-dedans. Pourrait rentrer dans un truc de tolérance zéro, la pédocriminalité c'est non, protéger les enfants, etc. Et on voit que quand même là-dessus ils ont du mal en tout cas ils sont dans la rhétorique de faut protéger les enfants, de tolérance zéro, etc. Mais quand il s'agit de pointer du doigt les responsabilités, forcément là où la gauche pointe du doigt des responsabilités systémiques, le RN généralement pointe du doigt des responsabilités individuelles, des responsabilités liées à l'immigration, etc. Et du coup là ils sèchent. Là ils ont pas le logiciel politique pour ça, quoi. C'est comme dingue d'être tellement raciste que tu prends même pas la perche politique. Oui, de fou.
c'est quand même une perche en or. Enfin, je veux dire, en fait, c'est typiquement un sujet qui peut être traité à la fois sous un angle très à gauche ou à la fois sous un angle très très droitier. Le RN, à mesure qu'il se rapproche du pouvoir, ne veut plus jouer les Monsieur Plus. C'est l'expression de Marine Le Pen qui vise ceux qui, dans l'opposition, peuvent dire n'importe quoi parce qu'ils resteront loin des responsabilités. Par exemple, Nicolas Dupont-Aignan qui, cette semaine, a réclamé la réouverture du débat sur la peine de mort. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un autre truc que j'ai dit. Alors, j'ai été interviewé par un journaliste sur un autre sujet, sur la question des influenceurs. Il y a un article pour lequel j'ai été interviewé sur l'ADN, qui est très très bien, que je vous recommande, que je trouve très 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 juste, sur la gauche et les réseaux sociaux, en gros, sur la place, donc couper, remixer, dominer les armes de la gauche pour la campagne de 2027. Et c'est un peu un truc en mode, comment la gauche s'organise en ligne, etc. Et notamment un truc que je dis, l'extrême droite a commencé à adopter cette stratégie de victimisation, donc de dire, en gros, je parlais du fait que Jordan Florentin, ils sont plus dans le truc offensif, on fait des mèmes, on est rigolard, on est punchy, etc. Parce que, en fait, au fur et à mesure, on a vu Jordan Florentin qui va en manif pour dire qu'il a peur, et qu'en fait, que l'extrême droite a adopté de plus en plus un discours victimaire. Et très voilà, je vous en avais parlé un petit peu en stream aussi quand je parlais du capital victimaire en politique. Et du coup, c'est un truc que je dis, c'est l'extrême droite a commencé à adopter cette stratégie de victimisation au fur et à mesure de son institutionnalisation et de son intégration dans les cercles des médias Bolloré, VA+, etc. Donc c'est au fur et à mesure où on a vu les Jordan Florentin, les Vincent Lapierre, etc. se rapprocher, notamment le Livre Noir qui est devenu Frontières, etc., qu'ils ont commencé à s'institutionnaliser, à avoir plus accès aux médias. On les a vus de plus en plus avoir une rhétorique victimaire et avoir une rhétorique de on nous tape dessus, la gauche ils sont méchants, ils sont discriminants, ils sont racistes, etc. Grosse erreur, ils font comme s'ils étaient déjà au pouvoir. Je suis totalement d'accord avec toi, Karim Momi, là-dessus. Donc en se dédiabolisant, le RN doit jouer le jeu des institutions, il doit parler le langage de la discrimination et jouer avec le capital victimaire, car ça permet de demander quelque chose à l'État. C'est-à-dire que quand tu te places en victime de quelque chose, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour les associations, etc., tu demandes quelque chose à l'État. Et du coup, l'État a toute l'attitude de t'accorder soit tout ou partie de ce que tu demandes, ou alors de récupérer ta demande pour la transformer en autre chose et pour faire avancer ses propres intérêts. Et donc le RN se place et notamment le RN, côté Marine Le Pen, a cette stratégie-là d'être en demande de l'État. Parce que Marine Le Pen voit que ces demandes de plus de répression, de plus de racisme, de plus, etc., et de plus en plus absorbées et légitimées par l'État macroniste, par les Darmanin, par les Retailleau, etc. Donc Marine Le Pen, elle joue cette carte-là. De plus on se victimise, plus on se place en position de demander plus à l'État, de demander quelque chose que l'État fait déjà, et finalement de nous placer déjà comme ceux qui appartiennent en fait au zeitgeist politique, qui appartiennent à la normalité politique. Ça, c'est la stratégie de la dédiabolisation. Si on devient la normalité, puisque les macronistes nous permettent d'être cette normalité, on n'a plus à être méchant, montrer les crocs et quelque part prêter le flanc à l'idée que l'extrême droite soit violente. Donc ça, c'est la stratégie de Marine Le Pen. Et en retour, la gauche a développé un contre-discours plus offensif. On n'hésite pas à les moquer, à les traiter de fragiles, notamment avec la Zawa, car on sait que s'ils arrivent au pouvoir, ils auront le pouvoir de définir qui est une vraie victime et qui mérite une reconnaissance. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que utiliser ce capital victimaire, c'est aussi la garantie qu'une fois arrivé au pouvoir, tu pourras décréter, parce qu'en fait l'État peut décréter qui est une victime ou pas, ça s'appelle la justice, ça s'appelle la thune donnée aux associations, ça s'appelle les priorités décidées par l'agenda étatique. Si l'État décide que sa priorité c'est la lutte contre les violences sexuelles et se met à écouter les associations féministes, radicales, se met à vraiment investir là-dedans, ça veut dire que l'État aura reconnu comme victime et donc comme légitime de recevoir des réparations, un certain capital, etc., aura reconnu comme victime et donc comme ayant droit de citer, on va dire, vis-à-vis de l'État, les femmes et les victimes de violences sexuelles. Ça, c'est un exemple. Et donc, on sait que le RN au pouvoir pourra décréter qui sont les victimes. Et là, en l'occurrence, les hommes blancs. Et qui sont les bourreaux, donc les étrangers, etc. Et comme c'est déjà un petit peu ce que font les macronistes, en tout cas, le clan Marine Le Pen, le pari de la dédiabolisation, c'est de faire ça. Après, c'est pas que le pari de la dédiabolisation, parce que Zemmour fait aussi un petit peu ça avec le francocide, mais Zemmour, en fait, lui, il installe des nouveaux concepts et des nouveaux termes pour aller plus loin, là où Marine Le Pen se calque sur ce que font déjà les macronistes qui sont suffisamment déjà fascisés. Oui, la minute de silence pour Quentin, typiquement, exactement, très très bon exemple ça. Elle est fiche justement parce qu'elle est isolée, a une plus grande latitude pour assumer le fond, revendiquer ce qu'elle est de manière agressive. À l'extrême droite, c'est l'inverse, plus elle devient majoritaire, plus elle peine à s'identifier à la contre-culture et plus elle est condamnée à s'agréger à la droite classique et convaincre qu'il n'y a plus lieu de faire barrage. Le pari de Marine Le Pen, c'est d'être tellement normal qu'en fait le barrage ne se posera même plus. Là où la France insoumise, de toute façon quoi qu'il arrive on nous tape dessus, donc on peut y aller à fond quoi. Et plus on y va à fond justement, plus voilà, parce qu'on n'a pas ce pré-accès au pouvoir qu'a le RN. C'est pour ça que là il finit avec la question jusqu'où l'extrême droite peut-elle se normaliser sans se trahir et jusqu'où la gauche radicale peut-elle rester punk tout en convainquant le plus grand nombre. Évidemment la question se pose, mais je pense que la gauche radicale a plus de latitude parce que la gauche radicale n'a pas ce pré-accès au pouvoir qu'a déjà le RN. C'était juste pour faire la pub de cet article. Il y a aussi Glupatate qui a été interviewé, etc. Ça parle des shorts, ça parle de
des stratégies réseaux sociaux, etc. Mais bon, pour revenir du coup sur la question du RN, Marine Le Pen, franchement l'ADN c'est vachement bien, hein. C'est vraiment des super articles sur les cultures numériques et tout. Franchement super. Pour une fois que j'ai du bien des journalistes. Mais donc bref, tout ça pour dire que c'est là où du coup Marine Le Pen et Jordan Bardella rentrent un petit peu en contradiction. C'est que Marine Le Pen, elle veut jouer à fond cette carte-là de on a ce pré-accès au pouvoir. Là où Bardella, il est en mode non, plus on a accès au pouvoir, plus justement on risque de se ramollir et de se trahir. Je pense que Bardella c'est un petit peu ça. Et du coup, plus il faut jouer contre le pouvoir. En passant par, je pense que le fait de passer par le MEDEF, pour Bardella, c'est un peu une façon de ne pas avoir à faire ami-ami avec les macronistes. Parce que de fait, quand tu fais ami-ami avec le MEDEF, tu fais ami-ami avec les macronistes, avec leurs intérêts économiques. Mais tu peux très bien dire Darmanin démission et faire des dîners avec le patron du MEDEF. Parce que tu peux du coup apparaître comme une opposition au pouvoir existant, tout en garantissant le fait que tu t'opposes pas trop, en fait tu vas juste approfondir l'extrême droitisation. Donc ça c'est vraiment les deux stratégies. C'est là que tu vois que Marine Le Pen est plus intelligente que Bardella. Je me pose la question. Comment dire, Marine Le Pen de fait c'est un coup de maître ce qu'elle a fait. La dédiabolisation c'est vraiment une grande réussite de sa part. Et ça c'est entièrement sa stratégie à elle, le truc que je vous ai décrit. Je pense que la question que pose Bardella au RN, c'est la question de c'est bon, est-ce qu'on a fait le taf et est-ce qu'on peut se permettre d'aller plus loin? Est-ce que justement on ne perd pas à valider finalement le discours du macrono-lepénisme, tout comme le RN avait vraiment énormément de succès en mettant en avant la question de l'UMPS, qui était une réalité objective, là c'est la gauche qui l'emporte en montrant justement le macrono-lepénisme, qui est aussi une réalité objective. Donc je pense que Bardella justement, c'est celui qui se méfie le plus de cette accusation de macrono-lepénisme et qui essaye le plus de s'en détacher. Là où Marine Le Pen joue beaucoup en jouant la respectabilité, risque de se faire entacher justement de la détestation des macronistes. Donc là-dessus, je sais pas lequel des deux a le plus raison, parce que je sais pas exactement dans quel moment politique on est pour l'extrême droite. Pour moi, les deux ont des bons arguments. Je suis vraiment en mode wait and see là-dessus. Franchement, je sais pas du tout. Après, c'est vrai que Bardella envoie des signaux assez gênants avec sa princesse, les signaux très très droitiers sur la retraite, avec Marine Le Pen qui est en mode non, il faut montrer qu'on s'oppose à la retraite à 64 ans, etc. Et Bardella qui est en mode non, faut augmenter l'âge de départ à la retraite, etc. Enfin, on sait que là-dessus, il y a un clash sur les questions économiques, etc. Bardella, il donne des indications à droite, mais il porte la promesse de renouer avec une droite anti-macroniste. Là où Marine Le Pen investit beaucoup moins dans l'antimacronisme, tout en revendiquant un contenu programmatique plus antimacroniste, notamment sur les fameuses questions sociales, etc. Elle est beaucoup plus de ce truc-là de on est gentil avec le pouvoir parce que justement on est légitime à gouverner, mais sur le fond, on se place en opposition. Ils ont du mal à se placer de fou dans la campagne, c'est intéressant. Mais ouais, de fou, et ils patinent. Et en plus, comme il y a l'incertitude autour de l'inéligibilité de Marine Le Pen, ça augmente encore plus. Je pense que c'est pour ça qu'ils mettent autant de temps à se lancer vraiment dans la campagne, quoi. Au RN, ils n'ont pas de cohésion, c'est Le Pen qui commande, point. Souvenons-nous de Bruno Maigret ou Florian Philippot, petit ange parti trop tôt. Je suis d'accord avec ça, avec un petit bémol, qui est que déjà la possibilité de l'inéligibilité de Marine Le Pen pèse énormément. Le fait d'avoir énormément de députés crée des fractions. C'est-à-dire qu'à l'époque de Maigret, Philippot, etc., le RN avait beaucoup moins de députés et donc une meilleure capacité à tenir ses troupes. Là, ça tire un petit peu plus dans tous les sens et en plus de ça, l'attrait du pouvoir renforce encore plus ces divisions-là, quoi. Elle a créé un monstre qui échappe à son contrôle. J'ai l'impression qu'on rentre un petit peu là-dedans. Je dis pas ça définitivement, ça se trouve, elle va reprendre le pouvoir sur son parti, etc. Mais je pense qu'on arrive au bout de cette logique vraiment dynastique. Je sais pas, mais encore une fois, à voir, je suis pas catégorique là-dessus. Il y a Ciotti, Zemmour, Retailleau. Oui, c'est vrai que t'as aussi la concurrence de Ciotti, Zemmour et Retailleau qui tire aussi un peu dans tous les sens, sur plus à l'extrême droite, plus rapproché de LR, plus machin, etc. Donc t'as aussi énormément de pression que le RN prend énormément de fait. Tellement dévastatrice dans l'opinion que le parti, habitué à en faire des tonnes pour exploiter la moindre faille, estime qu'il n'est pas besoin d'en rajouter. L'insécurité est plus que jamais ancrée dans l'opinion. Autre raison, approche d'Édouard Philippe glisse par exemple dans l'opinion. Veulent-ils éviter de taper sur les magistrats à l'approche du 7 juillet? Et ça c'est l'autre truc, c'est est-ce que, vu qu'elle va bientôt être jugée pour inéligibilité, est-ce qu'ils ont peur de trop taper sur les magistrats et sur la justice et du coup de s'attirer une mauvaise sympathie, une mauvaise presse, etc. Je pense que, il y a un monde où ça joue, je pense pas que les magistrats réfléchissent comme ça, mais il y a un monde où ça joue. Marine Le Pen connaîtra cette date, le jugement qui pourrait l'éliminer de la présidence
présidentielle. En off, un cadre RN me faisait remarquer que Nicolas Sarkozy avait payé très cher d'avoir tapé sur les juges à bras raccourcis. Marine Le Pen voudrait-elle ménager les magistrats et Elle a l'air un peu cook, la mère Le Pen. Elle a l'air un peu cook, ouais. Elle a l'air un peu finito. Hein. Elle a l'air vraiment finito. Hein. D'autant que là où Marine Le Pen, historiquement, avait toujours du mal à financer ses campagnes, se faisait financer par la Russie, etc. Je pense que Bardella, paradoxalement, aura moins de mal à se faire financer sa campagne, dû à sa proximité avec les milieux économiques. Je pense que la question de la thune aussi, Bardella arrive avec un sacré argument pour avoir des soutiens. Sarkozy a bras raccourci parce qu'il est tout petit. Oui, c'est vrai, je l'ai pas relevé, mais pas mal. Bon, après, je pense que Bardella veut quand même se faire financer par les Russes, mais je pense qu'il offre la promesse que si les capitalistes français nous ont en bien, ils pourront davantage nous sortir de l'isolement dans lequel nous a mis Marine Le Pen vis-à-vis du pouvoir économique. Peut-être que ça joue, peut-être pas, je sais pas. La situation financière du parti est vraiment pas fou. Bah ouais. Bah attends, c'est pas pour rien qu'ils ont détourné de la thune du Parlement européen. C'est parce qu'ils sont en mode comment concilier nos salaires mirobolants et le fait qu'on n'a pas de thune. Bardella qui va dîner avec le MEDEF en promettant de détruire le code du travail, ça aide. Bah typiquement, c'est le genre de move. Oui, mais alors, pourquoi Jordan Bardella contredit-il Marine Le Pen sur l'affaire de la démission de Gérald Darmanin? Alors évidemment, les cadres RN relativisent, Merci, c'est Sarja. pas un désaccord de fond entre Ouais. les deux leaders. Oui, là en ce moment, c'est vraiment damage control des cadres RN en mode non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de drama, tout va bien, ils s'entendent bien, etc. Mais bon, on sait. Bardella, il va faire crarer le pro-ukrainien, encore un truc sur lequel il va contre Tata Le Pen. Oh, intéressant, ça, oui, c'est vrai. Bardella, j'ai l'impression qu'il joue plus le jeu de l'Europe forteresse, mais aussi lié à ses alliances au Parlement européen, hein, que Marine Le Pen qui est restée sur un truc en mode plus une alliance avec les Russes, ouais, c'est clair. Sur l'âge de départ à la retraite, là, il y a un vrai débat entre Oui. les deux. C'est plutôt une évolution assumée du parti au fil des révélations dans ce dossier. Puis certains dans le parti jugent que l'émotion, encore une fois, est telle dans cette affaire douloureuse qu'elle va invisibiliser les hésitations du RN. Intéressant aussi. Les gens sont tellement émus autour de l'affaire Liana que peut-être qu'ils verront pas que le RN est un peu... Voilà, donc les gens qui sont vraiment inquiets sur ces questions de pédocriminalité, ils vont être trop occupés à être inquiets de ça et ils vont pas prêter attention au fait que le RN, ils sont pas du tout au rendez-vous et globalement, ils bégayent à fond, quoi. Intéressant aussi cette partie-là. Ça rend fou ces médias qui parlent du RN comme si c'était un parti républicain, ça rend fou. Bah... ouais, on est dans cette France-là, les gens. Hein. Et même les erreurs, point d'interrogation, comme Jordan Bardella qui s'affiche dimanche dernier, tout sourire au Grand Prix de Monaco, Ça, c'est une aux dinguerie, côtés quand de même. Carolina de Bourbon des Deux Siciles, en pleine marche blanche, en hommage à Liana. Le contraste entre cliché people et émotion nationale est violent. Des députés RN ont échangé des SMS pour manifester. Ça, c'est tellement gênant. Mais encore une fois, tu vois, le pari que les gens seront tellement occupés à parler de la marche blanche pour Liana qu'ils verront pas que Bardella, il était au Grand Prix de Monaco. Mais alors que, genre, c'est vraiment, il donne un tel boulevard pour des attaques. Et les médias qui ne rentrent pas dans ce boulevard. Je veux dire, Mélenchon, il aurait fait un truc comme ça, on en aurait eu pour un mois. Hein. Qui les a invités. Mais Carolina Bourbon de Sicile, elle est monégasque. Elle vit à Monaco. Enfin, il est passé. Enfin, oui, je crois qu'il est monégasque, oui. Donc, il est chez Sago, quoi. Leurs troubles. Certains s'inquiètent de ce que Jordan Bardella se sent aujourd'hui intouchable compte tenu de ces sondages. Car l'affaire Liana profite électoralement au RN. Elle est des Deux Siciles. Non, moi, je connais qu'une seule Sicile, c'est en Italie. Donc, bon, ça m'étonnerait. C'est une citoyenne du monde, oui, c'est ça. Italienne, anglaise, monégasque, on sait pas trop. Oui, bon, globalement, c'est des aristos qui ont un pied à terre partout et qui ont aucune attache, quoi. Bon, voilà, ils font pas partie du peuple, quoi. Voilà. La compétition présidentielle est impitoyable. Aucun candidat n'est immunisé contre les faux pas. La photo monégasque sonne comme une alerte en interne dans le parti pour l'archi-favori de cette pré-campagne. Et intéressant aussi que du coup, que la photo de Bardella au Grand Prix de Monaco, à l'intérieur du parti, les gens s'en bon quand même, il force un peu. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il a encore plus surenchéri sur Darmanin. Hein. Je pense qu'il est en mode oh putain, j'ai fait une dinguerie, je suis allé au Grand Prix de Monaco alors que tout le monde était sur l'affaire Liana, vas-y, je vais revenir et demander la démission de Darmanin. Je pense que j'ai l'impression qu'au niveau de la chronologie, ça se passe comme ça. Alors les électeurs n'en ont rien à faire, bon, les médias non plus alors qu'ils devraient. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, encore une fois, ça révèle d'autant plus ce que je vous expliquais la dernière fois sur les petites divisions à l'intérieur du RN et les incertitudes autour de qui va y aller, en suivant quelle ligne. Et je pense que l'approche du pouvoir les met dans une plus grande insécurité que la France Insoumise, par exemple. Donc voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.